propose de débuter cette conférence. Et juste avant ça, je vais faire une petite présentation des uns et des autres. Donc notre hôte, Ernst Bucher, qui va donc présenter son travail, ses travaux, une partie de ses travaux et surtout échanger avec vous sur ses travaux par la suite. Moi, donc Nicolas Croco, je suis proviseur du lycée professionnel d'Aumont. Donc c'est la colline juste en face, derrière. On est chacun sur sa colline, il y a le château, et puis sur l'autre colline, il y a le lycée d'Aumont. Et c'est dans le cadre du Festival de l'Arbre. Donc c'est une manifestation du concert régional que le lycée se positionne depuis le début de l'an dernier. C'est la deuxième année qu'il y a le Festival de l'Arbre. Et dans les actions, on propose plusieurs choses. Il y a des animations pour les écoles primaires, notamment, sur le site de Mont. Et puis, Sophie Bernard qui se cache au fond. Voilà. Debout. Monsieur Aubier me dit, Monsieur Grosco, j'ai lu un article dans Télérama. Il y a un monsieur, un scientifique, là, il fait plein de choses. Et je dis, oula, je suis pas sûr que ce monsieur, il vienne nous voir, au fin fond de l'aile. Mais peut-être, bon, on tente, Sophie tente, et puis voilà. Donc on est très heureux d'accueillir notre hôte aujourd'hui pour cette conférence. D'autant plus que, moi je suis assez dans le milieu aussi, on va dire, donc sur le paysage, sur les arbres, et je suis intéressé par le sujet, et du coup je vais me permettre, en propos introductif, de présenter un certain nombre de choses, notamment des scientifiques, dont un, Francis Allais, qui a préfacé le dernier livre de M. Bucher, qu'on voit sur l'écran, Les arbres entre visibles et invisibles, et ça fait partie des personnages qui ont aujourd'hui beaucoup apporté sur la connaissance des arbres, qu'on appelle par ailleurs les ligneux, parce qu'ils font de la lignine, du bois. Donc on essaiera de vulgariser au maximum dans les échanges, même si il y a des tout jeunes, des jeunes de l'établissement qui sont au fond, et puis il y a des gens qui sont ici, je sais, qui ont appelé, qui nous ont posé des questions sur l'intervention, qui ont déjà lu le livre. Donc on aura un peu toutes questions sur les thématiques, ce sera d'autant plus intéressant. Alors, merci d'être à vos téléphones. C'était prévu, j'avais prévu de le dire avant. Et je remercie donc particulièrement Sophie Bernard qui nous a permis d'avoir M. Bucher aujourd'hui. Je remercie la ville de Coucy-le-Château qui nous met à disposition la salle, parce qu'on ne savait pas combien de personnes allaient venir, et puis en fait la salle est quasi pleine, donc on est très très contents. Et puis la région des Hauts-de-France sur cette activité. Donc, d'abord, je vais commencer par une présentation un peu générale pour accueillir M. Bucher et dire que la Picardie, alors Picardie, je pourrais parler des Hauts-de-France, mais la Picardie particulièrement, c'est un patrimoine forestier qui est très important, avec de nombreuses forêts. C'est un des patrimoines forestiers d'Europe le plus important. L'Oise présente un ensemble forestier d'environ 60 000 hectares de forêts domaniales, donc qui sont ouvertes au public. Parmi celles-ci, donc on a Compiègne, donc Scan-Saint-Gobain, qui est la forêt qui est juste à côté. Et puis après, il y a un ensemble forestier qui sont les peupleraies. Les peupleraies sont très importantes sur le territoire, avec toutes les zones humides qu'on peut retrouver à proximité de nos rivières. Sans transition, donc on est sur l'échelle régionale, on s'écarte un peu, on arrive dans la forêt tropicale, c'est Francis Allais. Donc Francis Allais, c'est sûr, quand Mme Bernard m'a parlé de M. Bucher, j'ai lu la préface, j'ai dit Francis Allais. Alors j'ai là, je ne connais pas M. Bucher très bien, mais Francis Allais, ça m'interpelle, et donc je creuse, et là je vois une super préface de M. Allais, et je me dis là, c'est sûr, on a quelqu'un de qualité qui va venir nous faire une conférence à Coucy. Donc Francis Allais, c'est le radeau des cygnes sur la forêt tropicale. On l'a vu de façon médiatique avec quelqu'un qui est au gouvernement aujourd'hui, M. Hulot, sur le radeau des cygnes. Voilà, donc ça c'est un personnage aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté, et dans la préface du livre de M. Bucher, il le dit aussi,
que M. Loucher, vous êtes quelqu'un d'important qui a apporté beaucoup à la science. Aujourd'hui, votre regard, qui pouvait paraître empirique il y a quelque temps, il est reconnu, et on s'intéresse de plus en plus à vos écrits. Alors Francis Allais, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, alors on ne va pas rentrer trop dans le détail, sur la modélisation des végétaux. Et c'est pas négligeable, hein. Il a beaucoup travaillé sur la forêt primaire tropicale, et donc il a identifié des modèles de croissance. Donc les végétaux, en fait, s'organisent dans leur croissance, et je sais que vous l'évoquez dans votre livre, c'est des modèles mathématiques. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la croissance, elle se fait d'une certaine façon, avec un bourgeon terminal, qui peut faire une fleur ou pas. S'il fait une fleur, il arrête la croissance. Et ensuite, c'est des bourgeons du dessous, axillaires, qui prennent le relais. Et donc, on a des formes végétales qui sont quelques exemples qu'on peut retrouver ici. Alors ça, c'est des travaux qui sont relativement récents, et ça nous a permis de mieux connaître les végétaux et de modéliser la croissance. Alors, c'est modélisé, mais c'est des végétaux qui, en fonction de leur environnement, le sol, le climat, auront des architectures différentes, et de l'intervention de l'homme, évidemment. Alors un exemple, c'est le modèle de Coryba, c'est un arbre que vous connaissez peut-être, hein, c'est le Paulownia. Donc c'est des végétaux qui poussent en ayant des branches qui s'écartent. Et si vous voulez, si on prend la croissance, au départ c'est une branche qui se termine par un bourgeon terminal qui fleurit. Et puis c'est toujours le bourgeon du dessous qui prend le relais, refloraison d'extrémité, bourgeon du dessous qui prend le relais, refloraison d'extrémité, bourgeon du dessous qui prend le relais, etc., etc. Donc les végétaux ont un modèle, une architecture, ils ont une croissance qu'il faut connaître, qu'il faut respecter à un moment donné quand on doit intervenir sur les végétaux. Voilà, ça c'est un exemple. J'en ai pris un autre, pardon, sur un autre continent, la communication des plantes. Alors vous avez bien lu, les arbres discutent entre eux, il y a un langage chimique élaboré, ils échangent à longueur de journée une foule d'informations. Alors c'est la découverte des VOC, alors c'est des composés volatiles, de l'éthylène, qui est détaillé par Francis Allais, que c'était juste avant. Et à partir du moment où un animal vient brouter les feuilles, la plante dégage ces gaz et il se disperse, et ça donne un message à l'ensemble des autres arbres à proximité: attention, danger, et la plante devient incomestible. C'est-à-dire que le gaz provoque une modification chimique dans les tissus de la plante. Alors, M. Bouchard irait plus dans le détail que moi, et puis ça devient indigeste, donc toxique. Donc elle se préserve, elle préserve le feuillage et elle préserve leur croissance. Un autre exemple qui nous est plus proche, alors c'est tout à fait autre chose, c'est les effets de la taille. Des arbres de tête de chat. Alors ça, c'est des arbres qu'on retrouve partout dans nos campagnes, dans nos villages, et puis parfois on décrit un peu ces pratiques, on dit c'est pas beau, c'est esthétique, et puis ça existe depuis très 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 longtemps, ça existe depuis le Moyen-Âge, ces techniques de taille. À l'époque, on taillait ces arbres-là en faisant les tilleuls, ou les chênes en Bretagne, sur la photo qui est au milieu, pour produire des fagots de bois. Donc il fallait du bois pour allumer le feu, la petite branche, et donc on taillait régulièrement, toujours au même endroit. On produisait, on avait des producteurs vivants de bois, donc c'est une pratique, une culture, des traditions, et puis un jour on s'est dit c'est pas beau, il faut arrêter, et on va couper ces grosses boules. Et puis quand on coupe les grosses boules, ça c'est les travaux de notamment Pierre Rimbaud, un autre scientifique que j'ai eu la chance de côtoyer, on arrive sur des zones vides, c'est-à-dire là vous voyez des zones plus ou moins sombres. Là où c'est très très sombre, c'est là où il y a le maximum de réserve. Là où c'est très clair, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a plus de réserve. Donc quand on voit des zones très très sombres, ben, ça réagit très fort. Donc on a beaucoup de bois qui se produit sur ces zones-là. Donc on a remarqué que cette technique de taille en tête de chat produisait toujours beaucoup de bois, parce que les réserves s'accumulaient dans ces zones-là. Mais à partir du moment où on taillait les réserves, ou on prolongeait les branches, donc on ne taillait plus, les réserves migraient, et donc il était impossible de revenir en arrière. Donc on a des végétaux qui dépérissent parce qu'on ne les entretient pas correctement. Et ça c'est ancestral, c'est des techniques de taille qui existent toujours, qu'on voit encore en Bretagne, dans les haies, hein, même si aujourd'hui on ne récupère plus le bois pour les fagots. Voilà, ces deux exemples que je voulais citer pour introduire les propos de M. Loucher. Je vais vous laisser la parole, et puis je vais vous laisser le soin de vous présenter plus en détail
Voilà. Merci beaucoup et puis bonne conférence. Merci tout d'abord pour cet accueil très chaleureux au lycée d'Aumont. Et tout de suite, on a trouvé toute une série de sujets qui nous passionnent en commun. Et merci aussi pour cette introduction basée sur ce que Francis Allais a apporté à la foresterie en général, à la sylviculture, à la connaissance de la forêt au niveau mondial, surtout les forêts tropicales qui sont le patrimoine forestier le plus précieux de la Terre parce que le plus sensible. Et tout le monde sait à quel point Francis Allais s'engage pour le maintien et la protection de ces forêts qui sont donc très menacées actuellement. Ce pour cette introduction. Aussi d'avoir montré cette technique magnifique de ce qu'on appelle la tête de chat ou les trognes ailleurs, les arbres têtards encore, qui montre à quel point l'homme est capable de travailler avec la nature pour faire en fait fleurir ou donner à la nature le maximum de ce qu'elle peut sans entamer le potentiel de la nature, sans entamer le capital de croissance. Et cet exemple est vraiment représentatif de ces savoirs ancestraux qui se sont accumulés, qui se sont poursuivis, affinés, et qui ont finalement montré qu'autrefois on avait une connaissance très précise de la manière de fonctionner des arbres, en particulier, et ça a amené des techniques qui sont vraiment durables dans le vrai sens du terme. Donc ici, ça m'amène en fait au titre de ma présentation, ce qu'ont fait ces anciens en taillant leurs arbres à tête de chat. Ils se sont d'abord basés sur l'observation, ils ont examiné, ils ont compris ce qu'ils faisaient, ou bien comment l'arbre réagissait à ces tailles. C'était pas égal de tailler directement sur le tronc ou là où il y avait justement ces accumulations de réserve sur ces boursouflures. Et c'est beaucoup d'observation et de savoir traditionnel qui se transmet de père en fils ou de praticien en praticien. Et là, on a en fait deux choses. On a du visible, de l'observation. Du visible, c'est la serpe, c'est la scie. Et de l'invisible, c'est la réflexion. Et on oublie toujours que la réalité, c'est une combinaison de visible et d'invisible. C'est du matériel, mais c'est aussi du fonctionnel. Et de comprendre le fonctionnel, comprendre comment fonctionne l'arbre, tout ça c'est invisible, personne ne peut vous l'apporter si vous n'avez pas vous-même pensé et compris. Comprendre une chose, c'est une activité invisible. Pour faire très simple, on peut déjà ancrer ici ces deux termes, visible et invisible. Et ça va nous permettre d'élaborer un panorama. Je n'aimerais pas qu'il soit trop long, j'aimerais surtout que ce soit l'occasion d'ouvrir le débat, que ça déclenche ici et là une réflexion, des questions, des observations. Vous êtes tous ici parce que vous vous intéressez aux arbres, et parce que vous vous intéressez aux arbres, vous avez des expériences avec les arbres, et là ça devient intéressant si on les échange, si on en parle ensemble. Alors cet échange entre visible et invisible nous permettra d'aborder des questions qui ont été en général, chez moi personnellement, ont été en fait initiées ou insufflées par le respect de ces traditions anciennes. Je sors d'une famille paysanne indirectement. Mon grand-père pratiquait ces très anciennes pratiques qui
ont traversé les millénaires en fait. Et je me suis rendu compte que certaines de ces pratiques avaient été taxées par la science moderne dans laquelle j'étais donc ensuite engagé, me sentant intéressé par la science, parce qu'elle apporte de plus intéressant, de plus passionnant. Je me suis rendu compte qu'il y a là tout un faisceau de connaissances, tout un patrimoine de connaissances que la science actuelle considérait comme étant de l'obscurantisme, de la superstition. Et de l'autre côté, je me disais que s'ils l'ont fait jusqu'à ce moment-là, c'est qu'il y avait une raison. Ils n'avaient pas une raison simplement externe ou superficielle de pratiquer les choses. Ici en particulier, c'était de faire attention aux phases lunaires pour les activités agricoles, y compris le semis, la récolte, le traitement des denrées alimentaires, le stockage. Et ça allait aussi loin que le moment où on amenait le fumier, l'engrais organique, sur les champs, était même pratiqué selon les phases lunaires. J'ai compris ça beaucoup plus tard. Pourquoi est-ce qu'ils le faisaient? C'était pas du tout de l'obscurantisme, pas du tout de la superstition. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. C'était beaucoup plus efficace que ce qu'on croit être actuellement avec notre mécanisation. Ils amenaient le fumier à certaines périodes lunaires, lorsque c'était la bonne saison naturellement, parce que l'activité du sol est en principe représentée par le travail des vers de terre, des lombriques qui montent, qui viennent absorber la matière organique et qui la descendent dans nos galeries jusqu'à plus d'1 mètre de profondeur. Et cette activité du ver de terre, je l'ai appris beaucoup plus tard, est en fait aussi liée au cycle naturellement des saisons. Précipitations, naturellement, ils vont être actifs lorsqu'il a plu, mais ce sera aussi une activité en phase avec les cycles lunaires, parce que ce qu'on sait moins, c'est que même les précipitations sont légèrement en phase avec les cycles lunaires, et en tout cas l'activité des vers et lombriques. Donc les anciens avaient observé tout ça, compris tout ça, activité invisible, la pensée, la bonne observation, et ils l'appliquaient pour avoir un fumier tout de suite absorbé par le sol et qui ne va pas rester 1 semaine ou 2 à être lessivé par la pluie et rendu inefficace. Voilà un peu mon cursus, c'est de prendre au sérieux ces anciens savoirs et de voir si, avec nos outils scientifiques, on n'a peut-être pas quelque chose à confirmer qui serait précieux pour nos pratiques du futur. Alors, je vais donc parler de l'arbre, de la forêt, entre visible et invisible, et commencer par la situation actuelle. Actuellement, nous nous trouvons dans une situation relativement extrêmement critique. Je ne vais pas diminuer les termes. Tout le monde en est conscient, plus ou moins naturellement. Et ça concerne surtout nos jeunes générations. On est en train de vous amener un patrimoine civilisationnel relativement plombé, pour le dire de manière un peu légère. Ce qui nous attend, c'est des situations à résoudre extrêmement sérieuses. Et je me sers ici de la trame d'un roman de Dan Brown. C'est un roman qui se nomme Inferno, l'enfer, et il est basé sur une publication qui a eu lieu en 2008 dans la revue The New Scientist, qui pour la première fois montrait de manière mise ensemble, de manière générale, en parallèle, quelles sont les tendances dans ce qui se passe dans le monde, du point de vue de l'environnement, du point de vue de la population, de l'économie et des activités humaines. Et ces tendances ont été enregistrées ou bien ont pu être représentées depuis le XVIIIe siècle. Pour les premières, dont on connaît l'évolution de la population mondiale, concentration du CO2 dans l'atmosphère, donc le célèbre facteur de réchauffement climatique,
la température de l'hémisphère nord. Et ici, Francis Allais a toujours rendu attentif à ce problème-là, la perte des forêts tropicales humides et autres boisements. Ces courbes ont donc toutes leurs couleurs. Ici, c'est la température qui augmente de manière extrêmement dramatique à partir des années 50-60. Concentration de CO2, c'est cette courbe bleue, augmente aussi. Produit intérieur brut, c'est donc l'activité économique globale, l'argent qui circule, la courbe rouge, et en vert, vous avez les pertes de forêt tropicale et de biodiversité. Ensuite, on a eu des données sur l'utilisation de l'eau, consommation de papier. On ne sait pas qu'en Europe, par personne et par année, on consomme, en tout cas en Suisse, 200 kg de papier. Imaginez la quantité de bois qu'il faut pour ça. Et ce papier pourrait au moins être recyclé, devrait être recyclé pour être utilisé de manière la plus intelligente possible. Ce qui est grave ici, naturellement, c'est la courbe d'extinction d'espèces, c'est celle-ci, dramatique. Et là, c'est quelque chose d'irréversible. Le papier, on peut encore moduler et travailler là-dessus. Extinction d'espèces, ça ne pardonne pas une fois qu'on a passé les sols. Et ce qui est intéressant, c'est le véhicule à moteur. Depuis 1900, on a les premières voitures. Les premières voitures, maintenant, c'est en train d'exploser également. Ensuite, on a la surpêche, etc. Toutes ces courbes arrêtées à l'an 2000, dans cette publication, nous montrent qu'il est en train de se passer quelque chose d'absolument phénoménal. Et on est tous dans ce bateau-là. Il n'y a pas d'échappatoire. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ce que j'aimerais vous apporter, s'il y a un message simple qui va résumer un peu quelques pistes de réflexion et des pistes d'expérience même que j'aimerais apporter, c'est que tous ces problèmes peuvent nous amener des solutions qui vont nous amener un plus. C'est pas seulement supprimer le problème, mais si on réussit à résoudre ces problèmes-là, on aura patient palier de qualités différentes dans le sens positif. On va voir pourquoi par la suite. Voilà. Juste pour cadrer la discussion ou la réflexion, sans vouloir trop assombrir notre avenir, simplement pour montrer qu'il faut agir. Et c'est d'ailleurs le sous-titre de mon livre, Les arbres entre visible et invisible. S'étonner, comme on peut s'étonner de ces savoirs dont on ne sait pas d'où ils viennent, s'étonner devant une fleur qui éclot exactement au bon moment, ou bien d'un insecte qui vient polliniser une fleur ou récolter son nectar pour faire du bon miel, comprendre pourquoi est-ce que ça se passe ainsi et pas autrement. Une fois qu'on a compris les choses, après l'étonnement, agir, savoir avoir des outils de travail et des axes d'action. Voilà ce que j'aimerais essayer d'apporter ici. Voilà, les arbres, c'est donc la partie la plus visible du monde organique, c'est les géants du monde végétal, les géants de l'espace et du temps. Et la première question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qui fait vraiment qu'un arbre soit un arbre? Quel est le secret de l'arbre? Ils sont des géants de l'espace et du temps, ils ont plus de 100 mètres de hauteur. L'âge maximum des arbres, c'est 5000 ans. On peut aussi longtemps parler de ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à cet âge-là? Mais tout d'abord, la question, quelle est la différence entre un arbre et une plante herbacée, une plante qui fait ses fleurs chaque année, même si c'est un tournesol est une plante herbacée, elle n'est pas ligneuse, de manière intensive comme un arbre, il y a aussi de la lignine un peu, une plante annuelle. Quelle est la différence entre un arbre et une plante annuelle? La réponse est visible. Oui. Le bois. Le bois n'est pas visible, il est invisible. On voit l'écorce. Je plaisante, c'est tout à fait juste. Bien sûr, l'arbre ne serait pas dans cette dimension et dans cet âge s'il n'avait pas le support du bois pour lui rendre sa pérennité, pour lui rendre sa stabilité. Vous avez tout à fait raison.
mais le bois s'élabore année après année. Et qu'est-ce qui permet cette élaboration année après année? Les racines, les plantes annuelles ont aussi des racines, pas tout aussi importantes. Un tronc, c'est du bois bien accumulé. Le tournesol, il a un joli petit tronc aussi, mais à l'automne, ça va se... C'est pas vraiment un tronc, il n'y a pas d'écorce. L'écorce protège le bois. Il y a aussi des rameaux, les plantes annuelles en font aussi, elles peuvent devenir assez grandes, mais c'est pas... La sève, toutes les plantes ont de la sève. Le cambium. La lignite, permet solide, il y en a plus dans le bois qu'autrement. Le cambium n'est pas visible, mais c'est une réponse très très bonne, très, très scientifique. La ramification. Les ramifications, mais comment se font les ramifications? Voilà, on est plus près. Pardon? L'épaisseur, bon, c'est de plus en plus le cas, il arrive à s'accumuler grâce au bois, au cambium, à l'écorce. Vous avez raison, et c'est encore plus précis. J'ai dit, la réponse est visible. Bravo, vous pouvez vous-même vous accorder le prix. Monsieur Ali Les Bonjean, c'est effectivement ça. Il y avait sur les plantes annuelles, sur les herbes, sur les fleurs, sur une jolie fleur de tagette, par exemple, sur le tournesol, il n'y a pas de bourgeons qui vont rester fermés pendant l'hiver et qui vont, au printemps suivant, ouvrir leurs écailles et donner la nouvelle pousse. Dans le bourgeon qu'on voit ici, c'est une branche de hêtre avec deux feuilles actuelles. Et pendant l'été déjà, à la fin de l'été, vous avez un bourgeon complètement formé. À la base de la feuille, la seconde feuille, vous avez le bourgeon latéral. Et ici, les bourgeons, en fait, c'est des embryons de tiges. Si vous coupez un bourgeon dans le sens de la longueur, vous allez trouver des tissus verdâtres. Vous allez trouver une tige télescopiquement comprimée avec déjà les ébauches de feuilles sur les côtés. Tout ça s'est enveloppé dans un très joli tissu végétal argenté. Prêt à démarrer au printemps suivant. Et ça va se développer télescopiquement et ensuite il y aura une croissance supplémentaire si les conditions sont bonnes. Donc chaque bourgeon est en fait comme une graine posée sur une base organique que c'est constituer l'arbre lui-même. Ça commence déjà la première année. À la fin de la première année, vous avez le bourgeon terminal pour préparer la deuxième année. C'est déjà la première graine. Il ne va pas avoir besoin d'aller sur le sol, mais qui est déjà placé sur un sol surélevé. Et ainsi de suite. À la fin, vous aurez un arbre avec sa couronne énorme, et dans la périphérie de la couronne, parfois c'est même à l'intérieur aussi, des feuilles de lumière, des feuilles longues, vous aurez toute cette floraison, toute cette feuillaison, il dit, de feuilles qui sont issues de petites tiges annuelles, qui sont toutes sorties de bourgeons. Donc on a pour un arbre, pour une couronne entière, comme une prairie annuelle qui se développe année après année, toujours un peu plus loin, toujours un peu plus loin. Voilà, ça c'était pour le secret de l'arbre. C'est quelque chose de magnifique, vous avez vu, on a eu besoin de réfléchir pendant un bon moment, et c'est une des premières choses qu'on pourrait laisser aux petits-enfants à découvrir, les aider à découvrir la différence entre une fleur et un jeune arbre. Le bourgeon. Et là, il y a toute une philosophie derrière, parce que l'arbre, il renonce à beaucoup de choses pendant très longtemps. Il va avoir une reproduction sexuée dans fleurs, graines, fleurs, fruits et graines, extrêmement tard, ce sera après 30 ans, après 60 ans. Et avant, il fait de la croissance basée sur les bourgeons, de la croissance végétative. Un épicéa dans sa première année, il fait 3 ou 4 cm de haut, la plupart des arbres, et ensuite ça commence lentement. Donc il y a un renoncement pendant des dizaines d'années au profit d'un système racinaire, d'un système du tronc avec du bois, pour se constituer une structure solide, et progressivement il y aura l'entrée dans l'espace et l'occupation de l'espace et du temps grâce à cette structure.
Donc la lenteur, l'arbre est en fait une éloge à la lenteur. Il fait des choses très lentement, mais c'est fait pour durer. Premier message philosophique qu'on peut prendre avec soi, les lents sont ceux qui vont au loin. Les arbres, ils vont haut et longtemps. Voilà. Les arbres les plus anciens, c'est ces arbres qui ont eu parfois des conditions de vie très difficiles dans les montagnes rocheuses. C'est par exemple le Bristol Cone Pine. Mais vous avez aussi des arbres qui sont devenus très anciens parce qu'ils ont été respectés par la communauté humaine. En fait, on a des arbres sacrés et les peuples de l'arbre. Les peuples de l'arbre, c'est une réalité beaucoup plus concrète que ce qu'on imagine. En France, on a deux peuples de l'If. Si je regarde dans nos racines avant la latinisation du pays, c'est valable aussi pour la Suisse, je viens moi-même de la Confédération helvétique, la Confédération des Helvètes, peuple celte. Ici, on se trouve au Gaule. Et la Gaule c'était pas un peuple uniforme, c'était un ensemble de peuples qui parlaient la même langue, mais chacun avait sa culture spécifique. Il y avait donc, chez les Gaulois, le peuple, un des peuples, les Gaulois était en fait pas attribué, mais était associé à un arbre, à l'if. C'était les éburones. Les éburos, c'est la racine celtique ou gauloise de l'If, éburo. Et les éburones, c'était le peuple de l'If qui était dans le nord de la France, côté Belgique, pas très loin d'ici. Et un peu plus au sud, vous aviez le peuple des éburonis, les guerriers de l'If. Éburo, Vices, les guerriers de l'If. Et actuellement, c'est resté dans le nom du département où ils vivaient. C'était donc dans la zone du département de l'Eure. L'Eure, en fait, porte son nom de l'If. Éburo, Eure, E-U-R-E, c'est le département de l'If. Et le chef-lieu du département de l'Eure, c'est Évreux. Évreux, c'est un lieu qui porte son nom de l'If. C'est la même racine. Et ces peuples de l'If, plus au sud, vous avez le Limousin, par exemple. Limoges, c'est l'un de l'Aisne, c'était des peuples de l'Orne. Donc, toute une série de peuples celtiques. Les Ibères, par exemple, en Espagne. L'Ibérie, on ne sait pas que l'Ibérie, la presqu'île ibérique, la péninsule ibérique, l'Ibérie, c'était vraiment la péninsule de l'If, Ibère. Et pour eux, c'est toujours le même nom. C'était extrêmement riche en l'If. Donc les Celtes-Ibères, c'était aussi un peuple de l'If. Et pourquoi l'If était-il tellement sacré chez ces gens, chez ces peuples? C'est un arbre qui est tout à fait fabuleux. Si vous lisez ce chapitre que je consacre à cet arbre, tout est toxique, sauf l'abeille de l'If qu'on reconnaît ici. Là, on peut faire de la confiture avec, mais il faut surtout enlever les graines, parce que si vous mordez dans une graine, c'est fatal. Donc, c'est un arbre particulier, y compris les substances qu'on en tire, qui sont une des dernières substances intéressantes pour la lutte contre le cancer. Et l'If était sacré pour donc, tous ces peuples, à tel point que les grands sites mégalithiques qu'on a dans le nord de l'Europe, plutôt dans les îles britanniques, en Écosse, en Angleterre, en Irlande, Stonehenge, Avebury par exemple, n'étaient pas simplement des sites mégalithiques tels qu'on les trouve aujourd'hui, avec le mystère qui est autour, comment est-ce qu'ils ont été construits, acheminés, c'est pas tout à fait clair. Il y a de l'astronomie dans ces sites, mais ils étaient en plus combinés avec des plantations d'ifs. Il y avait des allées d'ifs nord-sud, des allées d'ifs est-ouest, des ifs féminins et des ifs masculins, parce qu'il y a les deux sexes dans cette espèce. Et ces ifs ont été vraiment vénérés depuis la nuit des temps
Et à partir du moment de la christianisation, dans beaucoup de parties d'Europe, beaucoup d'arbres sacrés, des chênes, des tilleuls ont été abattus. Mais là, dans ces zones où l'if était vénéré, il était tellement survénéré, pourrait-on dire, qu'on n'a pas osé y toucher. Et donc maintenant, en Angleterre, vous avez toute une série d'ifs monumentaux qui sont tellement gros. Quelques-uns, on en connaît la date de plantation, l'an 800. Et à ce moment-là, on replantait des ifs près de certaines églises avec acte de naissance pratiquement. Et on sait maintenant quelle dimension ils ont. Et en extrapolant à partir de ces ifs-là, on peut estimer que le plus ancien, le plus gros, c'est celui qui pousse à Fortingal en Écosse. C'est un if, il y a plus de 5,60 m de diamètre en deux parties. Et là, le plus grand spécialiste estime qu'il a éventuellement un âge de 5000 ans et plus. Et là, c'est intéressant, c'est peut-être le plus vieil arbre d'Europe, à tronc unique, et il est devenu parce qu'il était un arbre vénéré. Donc, encore une fois, l'humanité n'est pas seulement destructive par rapport à la nature, elle peut aussi prendre la nature sous sa protection et permettre des miracles végétaux de perdurer. Ici, j'ai une image d'un if dont il reste juste une vieille porte, mais beaucoup de ces ifs très anciens servaient de cellules pour des ermites. Là, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'un ermite allait faire dans un if ou dans un arbre? Ce n'était pas seulement le cas dans les arbres, il y avait des platanes en Grèce qui étaient habités, qui étaient occupés par des ermites, des tilleuls. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'installe dans un arbre pour méditer, pour approfondir notre vie spirituelle? Là, je pense que ce serait intéressant de faire des recherches sérieuses scientifiques avec tout l'arsenal qu'on a à disposition, électrocardiogramme, électroencéphalogramme et tout ça, en plaçant les patients dans les arbres, simplement en voyant ceci. Maintenant, pour revenir au cri d'alarme que Francis Allais n'arrête pas d'émettre, c'est ces forêts tropicales. Les arbres et les forêts, en fait, sont essentiels pour la Terre. Si vous regardez la ceinture tropicale de la Terre, vous avez ici l'emplacement des forêts tropicales humides, le bassin amazonien, et ici le bassin du Congo. En Indonésie, vous avez aussi dans cette zone beaucoup moins de continents, mais partout sur la zone équatoriale, ces forêts tropicales. Leur structure est connue, extrêmement riche en espèces, 100 000 espèces d'arbres éventuellement. Chez nous, pour l'Europe, c'est quelque chose autour de 50, toute la forêt européenne. Alors que là, c'est une explosion d'espèces, une biomasse énorme, une capacité d'absorber l'eau. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que les arbres absorbent l'eau dans leur humus forestier, surtout les massifs forestiers fermés, et renvoient l'eau à la transpiration. Et c'est à une échelle ou à un degré extrêmement grand. Pour 100% de précipitation, ici, dans votre région, qu'est-ce qu'on a comme précipitation par année? 1200 mm. 700 mm. En plus? Ah, je suis étonné. Donc les sols restent très humides malgré ce peu de précipitation, grâce au forêt. Alors ici, les arbres renvoient par retour d'ascenseur, pourrait-on dire, carrément la moitié, 45% des précipitations. Ici, pour 825, c'est votre chiffre, carrément, ça c'est pour l'Allemagne. La moitié est renvoyée dans les nuages, et ce qu'on sait moins, c'est que ces nuages formés par les forêts, le reste, la moitié est renvoyée dans le ciel, le reste sert à reconstituer la nappe phréatique et le départ de sources ou de rivières. Et ce qu'on sait moins, c'est que les forêts envoient aussi des substances, des grains de pollen, des substances chimiques qui vont se transformer dans la haute atmosphère sous les effets de la lumière, transformation photochimique, qui vont constituer des molécules modifiées plus grandes même. Et ces particules et ces molécules sont des noyaux de condensation
Pour les précipitations, pour que les nuages donnent de la pluie, ils se forment en général d'abord un cristal de glace, de neige, et ça se transforme ensuite en pluie. En hiver, ça reste de la neige. Et ce qu'il faut, c'est avoir un noyau de condensation. Si vous n'avez pas ces impuretés qui proviennent des forêts, ce pas des impuretés, c'est vraiment des graines de pluie, vous avez, si vous n'avez pas ça, vous avez des nuages qui passent tout droit, qui ne vont pas donner de la pluie. Donc, les forêts sont des sources d'alimentation des nuages, mais aussi des sources de provocation de la pluie. Donc, la forêt fait que la pluie tombe sur place. Donc, on a vraiment un cycle fermé, relativement fort, et ça se vérifie lorsque vous déboisez une région, un continent, une île, de manière totale, les précipitations changent dramatiquement. La pluie ne s'arrête plus. La pluie n'a plus lieu. Et c'est le cas pour les forêts tropicales. Et ce qui est important pour ces forêts tropicales, c'est de comprendre ce qui se passe pour cette évaporation, évapotranspiration. C'est en fait de la lumière solaire qui est extrêmement forte, partout ailleurs, aussi chez nous, c'est la lumière solaire qui arrive, qui permet la photosynthèse, et qui permet l'évaporation de l'eau qui va provoquer un flux, il y a une aspiration d'eau du sol, parce que dans les feuilles, l'eau s'est évaporée. Il y a un appel, il y a un vide qui se crée, il y a un appel pour un remplacement de l'eau évaporée. Donc il y a tout ce cycle hydrique qui est provoqué en fait par la radiation solaire. Et les arbres font la photosynthèse, font de la biomasse. C'est en fait une usine de transformation d'énergie solaire en énergie chimique. Cette biomasse, c'est de l'énergie chimique structurée. Donc là, vous avez l'image d'une forêt qui vous transforme la lumière solaire en quelque chose d'organique qui, en fait, n'a lieu que dans un système vivant. Et là, c'est extrêmement important pour les zones tropicales. Quelle est cette énergie solaire qui arrive en zone tropicale au niveau de l'équateur? Ici, elle arrive en ligne droite. Si cette énergie solaire arrive directement au sol, c'est un impact absolument massif, absolument fatal. Vous avez beaucoup trop de chaleur qui arrive directement. Et que fait la Terre pour se protéger contre cette radiation solaire frontale à ce niveau-là? Au tropique, ça passe tangentiellement, c'est moins grave. Et contre cet assaut solaire frontal, que fait la Terre? On considère la Terre comme un organisme. Elle se donne cette protection, cette ceinture verte, sous forme de forêt tropicale. C'est une ceinture de protection. Et là, maintenant, il faut comprendre ça différemment. On dit usuellement que dans les tropiques, à l'équateur, il fait chaud et humide, donc les arbres ils poussent bien. C'est exactement le contraire. Les tropiques sont chauds de toute façon, mais humides parce qu'il y pousse des arbres. Une fois qu'on a compris cette phrase, c'est d'un poids énorme, c'est d'un poids absolument fabuleux. Une fois qu'on a compris cette phrase, on ne va plus couper les arbres des tropiques de manière inconsidérée comme on est encore en train de le faire. Qu'est-ce qui se passe si on le fait? C'est ce qui a été découvert récemment. La fonction de la forêt tropicale amazonienne, ce bassin amazonien, c'est donc ces photos schématisées ici. Elles font de l'évapotranspiration, nuages, précipitations, comme je viens de le dire. Et là, la découverte de Makarieva et Gorshkov, des chercheurs russes, c'est que la vitesse d'évaporation est relativement lente par rapport à la vitesse de précipitation. Et ça provoque un effet pompe qu'on peut simuler en laboratoire même. Et cet effet pompe de ce processus provoqué par la forêt, absorbant l'énergie lumineuse solaire, en transformant ça en biomasse et en masse aérienne humide et chaude, ça provoque un appel d'air et les masses aériennes humides de l'Atlantique sont appelées, sont aspirées à l'intérieur du bassin amazonien. Et donc vous avez l'arrivée des masses humides atlantiques qui arrivent sur l'Amazone et vous avez 6 ou 7 cycles d'évapotranspiration-précipitation qui commencent à l'est et qui vont finir par buter contre la chaîne des Andes, ici à l'ouest, et ça va être dévié contre le nord
est déviée contre le sud. Là, c'est donc des masses humides et chaudes qui ont absorbé ce trop-plein d'énergie solaire. C'est donc l'énergie solaire transformée. Et ces masses sont déviées contre le nord et contre le sud, vont tempérer le continent nord-américain, maintenant, le Middle West, et vont tempérer même, et on se demande même si ce n'est pas l'origine du Gulf Stream. Ces masses chaudes ici sont aussi en train de tempérer les mers, et le Gulf Stream qui commence dans le golfe du Mexique et qui va finir par réchauffer la Scandinavie, l'Écosse et la Bretagne, et toute la partie ouest de l'Europe. Le Gulf Stream est éventuellement alimenté par ce cœur climatique de l'Amazonie. Cette forêt amazonienne est en fait à l'origine, possiblement, de ce Gulf Stream, en tout cas du climat tempéré nord-américain et du climat sud-américain. Et ce Gulf Stream, ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est un immense flux superficiel et chaud qui va descendre en profondeur. Et on a représenté ces courants marins qui font l'Atlantique et le Pacifique en passant par le Cap Horn, etc. C'est un système global. La Terre est considérée par certains chercheurs comme étant un organisme avec sa physiologie, avec ses transports. Et là, on a vraiment un aperçu. Et au départ de cette physiologie, j'aime bien employer ce terme, on a vraiment un cœur climatique qui est un cœur végétal. C'est cette végétation du bassin amazonien. Donc là, on a vraiment une situation extrêmement critique à laquelle il faut faire attention. Et là, j'ai la première urgence que j'aimerais communiquer ici, quand c'est dans les esprits, ça a aussi une façon d'agir immédiate, c'est que on doit absolument stopper la déforestation de ces zones tropicales. C'est trop dangereux. Lorsque vous déforestez ces forêts, vous créez des grandes, c'est pas des clairières, c'est vraiment des ouvertures fatales, des grandes blessures dans la forêt. Ici, l'impact solaire est maximal, il n'y a rien qui retient. Érosion immédiate. Ces pauvres pâturages qu'on met en route pour quelques années pour faire de la viande ou pour cultiver du soya ne vont pas durer très longtemps. Cet impact maximal a l'effet que ce qui reste de la forêt, la bordure de la forêt restante, qui n'a jamais été exposée à autant de lumière, autant de chaleur, commence à dessécher. Normalement, une forêt tropicale ne brûle pas, c'est trop humide, c'est une éponge végétale. Et sitôt que vous avez ces grandes ouvertures et ces zones de périphérie qui commencent à se dessécher autour de ce spectacle, vous avez le restant de forêt qui ne va pas supporter ce trop-plein d'énergie solaire. Cette forêt-là peut commencer à brûler. Donc ces incendies forestiers tropicaux qu'on observe par satellite, c'est parce qu'il y a de trop grandes ouvertures. Et maintenant, il y a un risque d'un emballement, d'un processus irréversible, naturellement. Plus ça s'ouvre, plus ça devient exposé à cet incendie autogène. Donc, il faut vraiment que la communauté internationale réalise que là, on est en train de vivre quelque chose d'absolument fatal, d'absolument crucial. Et il y a un mois et plus, le président le chef d'État du Brésil avait, juste pour une semaine, heureusement, donné une immense zone protégée intégralement, y compris les populations qui en vivaient, les peuples premiers, l'avait donné à disposition pour une exploitation minière, une exploitation sous forme de pâturage ou même d'autres cultures. Et là, il y a eu vraiment une réaction internationale qui a amené au fait qu'un tribunal brésilien a arrêté a bloqué cet arrêté présidentiel à temps, heureusement. Et ça montre à quel point on vit dangereusement actuellement. C'était quelque chose du genre d'une catastrophe nucléaire au niveau biologique de permettre une action pareille. Mais le combat doit naturellement continuer pour préserver ces forêts. Ça se réalise grâce à la photosynthèse, ce miracle de
l'absorption lumineuse du soleil, absorption d'eau qui monte, le CO2 qui est absorbé. Là, je ne vais pas trop m'attarder, mais simplement mentionner ce miracle qui est en fait ignoré par la science. Vous regardez dans un dictionnaire, on ignore en fait une grande partie de ce que la photosynthèse est en vérité. La photosynthèse décompose trois choses. Elle décompose le CO2 en carbone et en oxygène, elle décompose l'eau à température ambiante. Normalement, on a besoin de beaucoup d'énergie pour faire ça. Et elle décompose la lumière solaire. Certaines parties du spectre seulement sont utilisées. Tout ça dans un système vivant. Et trois choses nouvelles sont refaites. Il y a donc ce glucose, la biomasse organique, qui est faite avec ses composantes ici, grâce à l'énergie solaire, et de l'oxygène nouveau est fait, qui n'a encore jamais circulé, jamais été respiré, issu de l'eau, et de l'eau nouvelle. Et là, c'est vraiment un des messages de ce livre, c'est vraiment des découvertes scientifiques qui avaient été mises de côté, ignorées dans leur portée. Lorsque vous avez la biosynthèse par les plantes, pas seulement par les arbres, pour 1 kg de matière sèche, de matière organique, de glucose, vous avez 1,4 kg d'oxygène. Donc vous avez plus d'oxygène que de masse organique, qui n'a encore jamais été respirée, donc d'oxygène nouveau dans les forêts, sur les champs. Et vous avez 0,5 kg de l'eau douce, qui est nouvellement créée. Il y a de la naissance d'eau lors de la photosynthèse. Et ça, c'est un fait qui est finalement extrêmement intéressant, parce que l'eau douce est une substance extrêmement rare sur la Terre. C'est une exception. On a des masses énormes d'eau salée, mais l'eau douce disponible, et surtout sous forme de glacier dans les pôles, mais l'eau douce disponible, liquide, c'est nos quelques lacs et nos quelques rivières, c'est pas beaucoup pour l'ensemble du système planétaire. Et là, on se rend compte que les arbres fabriquent de l'eau nouvelle grâce à l'eau ancienne et grâce à l'oxygène du CO2. Et ça signifie, c'est de l'eau qui n'a encore jamais coulé, qui n'a eu aucune pollution, par exemple, parce que l'eau ancienne, c'est grand cycle, même s'il passe par les nuages, c'est de l'eau qui est aussi chargée par des substances chimiques, éventuellement. Les grands thèmes actuels, c'est ceux de la mémoire de l'eau, qui sont remis à jour grâce à des nouvelles découvertes sur l'eau par Gerald Pollack, Luc Montagnier, Jacques Benveniste, malheureusement décédé il y a quelques années déjà. Ces grands thèmes sont vraiment des thèmes réels, la mémoire de l'eau. Il faut employer ce terme de manière plus précise, naturellement, mais c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que l'eau est capable d'enregistrer comme information? On est en train d'entrer dans des nouveaux continents à ce moment-là. Et là, c'est bien intéressant de savoir que les arbres font de l'eau qui n'a encore jamais existé. C'est de l'eau vraiment de source à la source des sources. Voilà. Et donc, pour un arbre, pour 1000 kg de bois, vous avez besoin de 1851 kg de CO2. Et là, maintenant, c'est un message important sur comment agir pour contrer maintenant ce réchauffement climatique, qui est un problème universel majeur, qui va accompagner naturellement toute la population humaine. Comment pouvons-nous empêcher que ce réchauffement n'aille pas trop loin? On s'estime heureux si on en reste à 2 degrés, mais c'est déjà beaucoup trop en fait. Imaginez que vous-même, vous ayez en permanence 2 degrés de plus, vous passez de 37 à 39, vous êtes hors combat, vous ne pouvez même plus travailler, on est tous malades avec 2 degrés de plus. Donc c'est déjà beaucoup trop de degrés pour la Terre si on fait une analogie avec l'homme. Comment empêcher que ça n'aille trop loin? Il y a comment même revenir en arrière? Et là on voit que pour chaque kilo de bois que les arbres fabriquent, vous avez 1,8 kg de CO2 qui est absorbé. Forêt laissée elle-même, c'est un bois qui va une fois, 200 ans plus tard, un arbre qui va tomber, qui va pourrir et qui va redonner ce CO2 à l'atmosphère avec la décomposition. Mais chaque fois maintenant qu'on emploie le bois comme matériau de construction, vous avez ce 2 kg, ce 1,8 kg de CO2 dans chaque kilo de bois, dans des parties de nos chaises là,
vont rester bloqués, vont rester séquestrés, comme on dit, pour la durée de vie de cet objet, de ce meuble, de cette maison, de cette poutraison, par exemple. Et là, c'est autre chose, de construire ainsi, de manière à délester le climat de son problème majeur, plutôt que de construire, comme on a encore fait jusqu'ici en majorité, avec des matériaux non durables, non renouvelables, c'est-à-dire avec du béton uniquement, avec de l'acier uniquement, avec de l'aluminium et du verre. J'ai rien contre ces matériaux, mais chacun a sa place juste. Et actuellement, lorsque vous construisez uniquement avec des matériaux non renouvelables, vous employez uniquement de l'énergie fossile, vous êtes un contributeur net au réchauffement climatique. Et lorsque vous construisez ainsi, pour chaque kilo de bois, vous êtes une solution au problème climatique. Donc maintenant, la réflexion est la suivante. Comment pouvons-nous passer d'une construction, par exemple, contributrice à une construction qui apporte des solutions, qui contribue à la réduction du réchauffement climatique? Le bois, mais pas seulement le bois. Ici, on a aussi un matériau fabuleux, c'est ce que les céréales nous offrent, en plus du grain, c'est le chaume, la paille,